Sous vos applaudissements. Hymne national. Nous continuons à applaudir son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît, à l'assistance, nous allons nous lever et observer 1 minute de silence pour les victimes de cette agression barbare à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous pouvez prendre place et sous vos applaudissements, encore une fois de plus, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec l'expression de nos hommages le plus déférent, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, chers compatriotes de la diaspora congolaise en Belgique, cette journée est particulière. Elle est exceptionnelle pour un homme, à cause d'un homme exceptionnel et particulier, celui que tous ici présents sommes venus entendre et voir, qu'on aime tous et qu'on appelle souvent au Congo comme à l'extérieur, Fatih Bey, Fatih Bey, Fatih Bey.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, comme vous pouvez l'observer, l'attente a été longue, mais pour la personne que vous êtes, cette attente a été bien comprise et tout a été accepté parce que vous êtes aimé par ce peuple si beau. Il y a 48 heures, Monsieur le Président de la République, vous aviez cristallisé et bétonné la ville de Paris par un exposé très remarquable de la situation politique, sociale, économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, est prête à être cristallisée et aussi bétonnée. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour Fachi, vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, manifestez-le avec vos applaudissements. Sans plus tarder, Monsieur le Président de la République, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là pour vous écouter et vous voir. Nous n'avons pas assez de discours à présenter ou à exposer, il n'y a que vous, votre parole prime aujourd'hui. Le programme se présente de la manière ci-après, Monsieur le Président. C'est vrai, à Paris, lors de votre vernissage du livre, Monsieur le Président de la République, on a évoqué un ballet, le ballet national. Pendant l'entretien avec la diaspora, c'était de même. Voilà la raison pour laquelle la première partie sera consacrée à une forme d'illustration de ce ballet national prévu par la diaspora ici en Belgique. Et la deuxième partie, Monsieur le Président, après votre exposé, nous allons nous prêter d'une manière anticipative parce que vous nous aviez agréablement surpris et gratifié à Paris avec une séance de questions-réponses pour la diaspora. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique, qui aura une série de questions-réponses bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, j'invite Max Mamona, qui est ici de la diaspora ici en Belgique, à présenter le ballet qui va faire une illustration du ballet national. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellence, Monsieur le Président, honorables invités à vos titres, bien sûr respectifs, permettez-moi de vous présenter le ballet national. Alors, c'est une invitation à un voyage artistique et culturel à travers 4 groupes linguistiques. Et pour bien faire, bien sûr, pour la cohésion nationale. Alors, je voudrais que vous refassiez encore, mais du plus profond de vous et très fort, vraiment, une ovation extraordinaire, d'applaudir bien fort pour notre président, pour la communauté de la diaspora que vous représentez. J'ai nommé le groupe Fouvoya, le ballet national.
Dans la table de voiture, vieux tourniste. Atelier.
merci beaucoup à cette représentation du ballet national. En tout cas, merci beaucoup. Ces moments de culture très apaisants et très importants. Et nous avons tous remarqué que l'assistance a bien aimé cela, et en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Encore une fois de plus, vos applaudissements pour la représentation du ballet national. Donc, je vais demander de s'aligner et saluer le président une fois de plus avant de se retirer. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, bien entendu. Donc, le groupe Fourail, qui est ce groupe qui a fait cette représentation du ballet national. Merci beaucoup à vous et félicitations pour ce moment. Merci beaucoup, le groupe Fourail. Sous vos applaudissements, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous courons derrière le temps. La deuxième partie de ce programme n'interviendra qu'après votre exposé face à la diaspora congolaise. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prendre la parole. Merci. Bonsoir, chers compatriotes. Voilà, d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard qui est vraiment pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que je suis en train de gérer. Depuis ce matin, comme vous savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par les criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué, juste ici, on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Et parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infrahumaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin, pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage
qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi, invisible celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés dans nos rangs. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel, ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on veut, on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté aux Rwandais qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réhabilité, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment dans la ville, donc qui vivent aux abords de la ville de Goma avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme lot de malheurs, de difficultés, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence quelconque, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupable de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas, parce que nous savons d'où ça vient, d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Donc il suffit, c'est une question de temps, nous mettrons la main sur eux. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardiser, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de ressources et l'absence de tout moyen de
dissuasion vis-à-vis de cette ennemi. Nous sommes déterminés à changer la donne, nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20 que j'ai été. Merci de tout cœur. Merci vraiment de tout cœur. Merci pour cette mobilisation. Merci pour cette confiance renouvelée. Et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, dont je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai à vous servir, à servir ma patrie. Je me consacrerai à vous servir, à servir ma patrie, à servir vos intérêts. Voilà, je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres partout où je vais, où se trouvent nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils attendent du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce sur quoi j'ai été réélu, ce pourquoi vous m'avez fait confiance. J'avais, comme vous vous rappelez, 6 engagements que j'avais présentés à notre peuple, 6 engagements qui se déterminaient de la manière suivante. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, mais des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas de débouché. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la seule République démocratique du Congo, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui en réalité n'en est pas un. Ils pensent qu'en partant, en prenant même des risques, parfois, comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Congo, ils pensent pouvoir vivre mieux ailleurs, sous d'autres cieux, mais ce n'est pas toujours galant. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le problème à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis d'avenir. Et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux, mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi
nous devons préparer notre jeunesse en l'encadrant. Nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendue gratuite au niveau du fondamental. Durant ce mandat, je me suis engagé à le faire. Elle sera également gratuite au niveau du secondaire, mais pour ceux qui ont raté le parcours scolaire, nous ne les allons pas oublier aussi. Nous allons dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emplois des jeunes est une priorité. Ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons mis des instruments aujourd'hui, comme le fonds de garantie emploi jeunes, qui est un fonds qui consiste à garantir les emprunts, les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, mais surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse. Elle a beaucoup de bonnes idées. Nous le voyons. Dernièrement, le ministère de la Recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation et j'ai été bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. Et ce n'était qu'un échantillon parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement, on ne pouvait pas prendre tous. Donc, on a dû faire une sorte de concours pour retenir, je pense, une centaine, si mes souvenirs sont bons, ou une cinquantaine. En tout cas, les meilleurs parmi toutes ces entreprises. C'était des entreprises très prometteuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peut leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Et également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FPI, pour ceux qui connaissent, qui lui fait aussi de la promotion que nous encourageons évidemment pour les emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FPI lui-même qui s'engage à donner ces crédits aux femmes à des taux très très intéressants. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes, et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Parce que la détermination Mon second engagement, c'est celui évidemment de la sécurité. Nous venons d'en parler. La sécurité de notre pays est très importante parce que tout ce que nous voulons faire pour ce pays ne sera possible que si notre pays est sécurisé, le territoire national et la population mise en sécurité pour que nous puissions travailler sereinement, en dissuadant évidemment nos ennemis et autres de venir s'aventurer en République démocratique. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos forces de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget très important de 1 milliard qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que le milliard normalement consacré à nos forces de défense et de sécurité, parce que, évidemment, vous en doutez bien, nous devons à tout moment nous ravitailler en munitions, nous ravitailler en rations pour les troupes qui sont au front, mais également pour les troupes que nous formons
récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans l'armée. On a eu un succès étonnant. Donc, il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se sont mobilisés. Donc il fallait prendre tout cela en charge, les équiper et les nourrir. Donc, et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps, nos centres d'instruction et de formation. Et là, je voudrais quand même saisir cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Belgique, comme la France, qui nous accompagnent justement dans ces efforts que nous fournissons par la formation des unités paracommando comme la Belgique l'a fait, et par la formation des unités bataille jungle, comme c'est le cas de la France, qui est le 3e bataillon maintenant, bataillon jungle qui a été formé. Et avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en place l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle est appelée à se développer parce que pour le moment, elle occupe les bâtiments du Centre supérieur militaire. Mais il est question que l'on la dote de sa propre infrastructure qui pourra accueillir encore plus de candidats étudiants. Avec la France, nous avons également le collège de hautes études et de stratégie de la défense de Thiès. C'est aussi un centre de référence qui est très prisé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays voisins, des pays de la région, comme les Centrafricains, comme les Congolais de Brazza, les Burundais. En fait, j'en ai vu plusieurs là. C'est donc la preuve que c'est du très bon travail. Merci donc à ces partenaires et à d'autres aussi, principalement aux Émirats arabes unis, qui nous accompagnent très efficacement dans la gestion de cette guerre, ainsi qu'aussi à l'État d'Israël, avec qui nous avons signé un partenariat dans la formation et aussi dans le financement de nos équipements. Donc, vous voyez que les efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Ce n'est qu'une question de temps. Et très bientôt, la République démocratique du Congo pourra très bien se défendre seule, sans devoir recourir à plusieurs leviers, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis et frères des pays de la SADC, à qui je rends hommage ici, l'Afrique du Sud, principalement la Tanzanie et le Malawi, principalement ces trois pays qui nous fournissent leur contingent, qui se battent aux côtés de nos forces armées pour repousser l'ennemi. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins. Et c'est ce que je m'étais forcé de faire dès que je suis arrivé à la tête de notre pays. J'ai fait tous les 9 pays voisins. D'ailleurs, mes premières sorties étaient destinées à la région pour aller les voir tous, les rassurer, leur demander de tirer un trait sur le passé et de se tourner vers l'avenir en mettant en place des projets communs, une coopération qui pourrait profiter à nos populations, au lieu de nous disperser dans ces tensions qui existaient dans le passé. Et vous avez vu, pendant 3 ans, nous avons vécu en paix avec le Rwanda surtout, parce que c'était surtout de
confrontés avec la perfidie de Paul Kagame, qui en fait ne voit les choses en termes de domination et de pillage des ressources de notre pays. Il a bluffé le monde entier, fait croire qu'il était le champion de la bonne gouvernance, mais ce n'était pas vrai. La réalité, c'est que c'est grâce à deux sources plutôt de revenus qu'il arrive à soi-disant faire ses performances. C'est l'aide internationale d'une part et les ressources venues des pillages de nos minerais et aussi de nos produits agricoles. Parce qu'il n'y a pas que les minerais que le Rwanda pille chez nous, mais il y a également des produits agricoles tels que le thé, le café, le cacao. Tout cela sont des produits qu'on vole chez nous, qu'on passe par la contrebande de l'autre côté de la frontière. Et il y a des ONG qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils ont identifié ces produits pour dire qu'ils sont made in Rwanda, alors que ce sont des produits volés à la République démocratique du Congo. Et pour y faire, ils ont besoin de déstabiliser toute cette partie est du pays pour qu'il n'y ait pas d'autorité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour que les populations désertent leur localité et ainsi ils puissent s'adonner tranquillement à cette prière. Voilà pourquoi nous avons sillonné le monde pour le dire, et aujourd'hui je me réjouis de voir que les lignes ont bougé, elles ont bougé, et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le plan diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le plan militaire. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est de la sécurité. Le troisième engagement, c'était celui du pouvoir d'achat. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, le pouvoir d'achat s'amenuise. Les difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses, mais cela ne nous fait pas reculer. Malheureusement pour nous avons une économie qui est fortement dollarisée et comme nous sommes importateurs de quasiment tous les produits, eh bien, voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le franc congolais perd de sa valeur face au dollar, nous sommes victimes de cette vie chère. Donc nous sommes un peu quelque part les responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la production locale. Et c'est l'accent que nous allons mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la vie chère et donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous avons plusieurs astuces pour cela. Aujourd'hui, nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment attirer les investisseurs tant nationaux qu'étrangers et en leur donnant des facilités pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production locale. Nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes, ponts, etc., pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays, qui vont donc permettre que nous donnions un accent particulier à la production locale. Le quatrième point, c'est la diversification de l'économie, le quatrième engagement. Nous avons décidé
de diversifier notre économie et de la sortie de sa dépendance aux minerais. Vous avez vu ici, je vous ai parlé déjà des pillages dont nous sommes victimes, ce que nos minerais nous attirent comme ennui, mais pas seulement ça, il y a aussi les cours de ces minerais qui sont déterminés à l'étranger, alors que les minerais sont chez nous. Nous sommes très dépendants de cela. Lorsque le cours est à la hausse, c'est tant mieux, c'est des revenus en plus pour la République, mais lorsque les cours baissent, cela se répercute directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres ressources. Voilà pourquoi l'agriculture est la priorité des priorités. Je peux déjà vous annoncer ici que pour cette fois-ci, dans le gouvernement qui vient, l'agriculture sera à une place très importante. L'agriculture, c'est-à-dire nous allons appuyer les petits paysans, les petits producteurs afin d'accentuer ou de favoriser plutôt leur promotion. Mais également, nous avons mis sur pied un agenda que nous appelons l'agenda de transformation agricole. Nous voulons maintenant, à partir de l'agriculture, faire de la transformation. Je vous disais dans l'engagement précédent que le problème avec notre pays, c'est que nous ne consommions qu'étrangers, alors que nous sommes capables de consommer local en produisant nous-mêmes ces produits là. Cette politique de l'agenda de la transformation agricole consiste justement à favoriser ces activités chez nous, sur notre sol, et cela aura pour avantage d'abord la création de beaucoup d'emplois, mais également la création de beaucoup de richesses pour notre économie, et ça nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en devises. Le combat, évidemment, que nous menons, c'est celui de dédollariser notre économie. C'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes et même lorsqu'ils sont payés en monnaie locale, en francs congolais, ils vont très vite se réfugier en dollars et cela impacte énormément sur notre économie. Nous avons pris certaines mesures par rapport au salaire, par rapport et même aux distributeurs de billets automatiques, on n'en trouvait plus en francs congolais. Donc tout cela fait que nous allons réussir à amener plus de valeur de considération dans notre monnaie et développer le pays par la transformation agricole. Évidemment, il y a d'autres secteurs également, comme le secteur du numérique, qui aussi nous permettra de diversifier notre économie parce qu'il sera générateur non seulement d'emplois, mais également de richesses. Il nous permettra de mobiliser davantage de recettes, de lutter contre toutes ces fraudes et toute cette gabegie, cette fuite de capitaux que connaît notre pays. Le cinquième engagement, c'est celui de l'accès aux services de base, donc soins de santé, électricité, eau, etc. Et là, vous le savez, nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture santé universelle. Elle existe aujourd'hui, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Cette couverture santé universelle, évidemment, comme vous le savez, vous vivez dans un pays où elle existe, consiste maintenant à prendre tout le monde en charge. Évidemment, ça se fera étape par étape. Nous avons voulu commencer par la catégorie la plus sensible, la plus vulnérable,
c'est-à-dire la catégorie mère-enfant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant, des provinces du pays, qui couvrent évidemment les accouchements, les prises en charge d'abord avant l'accouchement, pendant un mois, et prises en charge après l'accouchement, pendant également un mois. Les accouchements sont devenus gratuits, sont pris en charge aujourd'hui, et cela a quand même eu un impact, d'après ce que m'a dit encore notre ministre de la Santé. Ça a eu un impact positif déjà sur les mères et les enfants, parce qu'on en perdait beaucoup. Le taux de mortalité était très élevé. Et là, nous sommes en train d'inverser la courbe, et tant mieux pour cela. Alors, nous avons également la politique du développement local des 145 territoires, parce que nous avons voulu développer notre pays par la base, plutôt que de faire tout ce qui se faisait, que vous connaissez depuis que notre pays est indépendant. Tout partait de Kinshasa, se décider à Kinshasa sans connaître vraiment les réalités de nos territoires. Vous savez que nos territoires sont tous ruraux et aujourd'hui totalement démunis. D'ailleurs, ils se vident de leur population, qui préfèrent aller dans les centres urbains et qui finalement gonflent ces centres urbains, qui deviennent aussi invivables parce que beaucoup de chômeurs, beaucoup d'insécurité et finalement beaucoup de difficultés. Donc nous voulons créer l'effet inverse en ramenant tous ceux qui sont partis et qui constituaient d'ailleurs la crème de ces territoires, en leur dotant de moyens, en mettant des moyens de base, des structures de base qui leur permettront de rester sur place et d'entreprendre leur vie, leurs activités sur place en résidant dans leur propre territoire. C'est ainsi que nous avons des programmes, et ça a déjà commencé d'ailleurs, un programme qui était évalué à 1,450 milliard de dollars américains. Donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars, 10 millions qui permettront de construire des écoles de référence, de construire des centres de santé, de construire des routes de dessert agricole, de doter évidemment ces territoires en énergie, eau et électricité. Et là, donc, nous supposons que c'est une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons favoriser l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, la création des PME, PMI, et ainsi pouvoir promouvoir au développement de ces territoires. Donc voilà ce qui consiste, qui constitue plutôt le programme, l'engagement plutôt de l'accès aux services de base. Et le dernier engagement que j'avais pris, c'est celui de la modernisation de notre administration. Vous savez, la fonction publique nous a posé énormément de problèmes. Et même si aujourd'hui nous avons des problèmes de sécurité, c'est aussi parce que cette fonction publique est malade. Elle a fait, il y a eu beaucoup de méfaits. Et je crois que c'est dans la modernisation. J'ai parlé du numérique ici, il s'invitera aussi dans ce domaine. Nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela, qui a fait énormément de bonnes choses, notamment au niveau des retraites. Aujourd'hui, les personnes arrivées à l'âge de la retraite peuvent partir tranquilles parce que la retraite aujourd'hui garantie, ce n'est plus une mise à mort comme on le pensait à l'époque. Aujourd'hui, surtout les agents de l'État ont leur caisse nationale de
Donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes. On a dû lutter contre le phénomène des fonctionnaires fictifs, que ce soit dans l'administration, dans la fonction publique, que ce soit dans l'armée, même dans l'armée. Vous imaginez, moi quand je suis arrivé à la tête du pays, on me parlait d'un effectif militaire de 150 000 hommes. Et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les fictifs, nous nous sommes rendus compte que nous n'atteignions même pas les 80 000 hommes. Donc on a pu arriver à cela. Et tous ceux qui avaient comme surplus, eh bien, ça profitait à des individus. Dans l'armée, c'était des officiers. Dans la fonction publique, c'était des gens élevés, des cadres élevés de la fonction publique, qui se fabriquaient comme ça plusieurs possibilités. Et nous venons aussi avec l'identification de la population. Donc, attendez-vous dans les mois qui viennent à ce que vous soyez invités à notre ambassade, parce que je crois que ça se passera là et dans les consulats, à aller vous enregistrer, vous identifier. Parce que nous allons, grâce à un partenariat que nous avons signé avec une société française, nous allons maintenant doter d'abord notre administration d'une base de données réelle qui sera mise à jour en permanence et qui sera reliée à nos territoires. Donc les gens pourront s'enregistrer, s'identifier jusque dans nos territoires et il sera attribué à chaque citoyen, comme ici, un numéro national à vie, une identification. Cela évidemment nous permettra de bien identifier le nombre, de savoir à combien de Congolais nous sommes, quels sont les besoins réels et quelles sont les zones auxquelles il faut accorder plus de priorité et ainsi de suite. Donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée, beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens. Cela nous a vraiment manqué, nous a fait vraiment défaut. Et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés au Congo, mais aussi sûrement dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à dire au sujet de ces engagements, des engagements que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagements que vous avez adoptés, acceptés, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Alors, pour terminer, je voudrais quand même attirer votre attention, vous particulièrement qui vivez ici en Belgique, vous, nos compatriotes, parce que nous sommes en ce moment en période pré-électorale ici en Belgique, et sûrement que parmi vous, il y a beaucoup d'électeurs. Alors, je vous demande simplement de voter utile. Ça veut dire quoi voter utile? Aujourd'hui, il n'y a rien ou rien. Nous avons des compatriotes, des Belges d'origine congolaise
qu'ils se trouvent aussi en bonne place dans les partis politiques. Et donc, je vais vous demander de les faire ces Congolais d'origine, peu importe le parti dans lequel ils sont, ils doivent, s'ils veulent avoir vos voix, ils doivent de l'agression dont nous sommes victimes. Ils doivent prendre l'engagement qu'ils vont influer au sein de leur parti pour que ces derniers prennent position clairement contre le Rwanda et pour les sanctions contre le Rwanda. Je le dis particulièrement à vous qui vous trouvez en Belgique, parce que la Belgique, vous savez, je suis passé avant maintenant, là c'était au mois de février, je suis venu ici et j'ai été reçu par le Premier ministre. C'était au moment où le fameux MOU de l'Union européenne avait été signé avec le Rwanda sur le minerai que le Rwanda vole, soi-disant pour les transformer au Rwanda parce que c'était des minerais rwandais. Et donc, j'ai été très heureux d'apprendre la position belge que j'ai énormément approuvée, qui consiste à exiger la traçabilité de ces minerais. La Belgique, le gouvernement belge ne pouvait pas s'attaquer à la décision prise par l'Europe, parce qu'elle les engage de tous, mais ils ont quand même cherché à bien comprendre les choses, à bien les engager en disant ok, mais on va maintenant faire la traçabilité. Alors, mais moi je rajoute une chose, parce qu'attention, la traçabilité, elle a quand même existé. Quand vous entendez ce menteur de Paul Kagame vous dire que quand vous l'entendez vous dire qu'il y a des minéraux au Rwanda, c'est parce que justement ils ont maquillé cela. Je vous ai parlé des défauts. Donc en fait, ils pillent les ressources au Congo. Ils les amènent par des petits sentiers et tout ça en contrebande, et on vient les entasser dans des dépôts au Rwanda. Et les ONG qui sont chargés de vérifier cette traçabilité, de faire cette traçabilité, viennent identifier ces minerais à partir simplement des entrepôts dans lesquels se trouvent ces minerais. Et nous avons exigé, je vous demande aussi de faire cela. La traçabilité doit commencer à partir de l'origine, c'est-à-dire des mines. Aujourd'hui, il y a des technologies capables de déterminer la provenance géologique d'un minerai, son origine géologique. Et c'est ce que nous exigeons. Je l'ai dit en France, je viens de le dire ici en Belgique, mais vous, plus particulièrement parce que vous êtes en période préélectorale, ouvrez les yeux à nos compatriotes qui sont dans ces partis-là, en leur disant la Belgique a pris position, maintenant à vous de vous engager pour que cette position devienne effective et surtout applicable. Donc, je compte sur vous, sur votre vigilance, sur votre bienveillance, pour que cela ne nous joue pas des tours, ceux qui, évidemment, ceux qui sont engagés dans les partis politiques ici en Belgique. Je sais que vous serez vigilants, que vous allez voter utile, parce que, comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Et du gagnant-gagnant. Et
pour l'Union gagner, il faut faire ça dans la encore une fois, merci beaucoup pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, j'en suis sûr. Bon, maintenant, je crois qu'il va y avoir la séance des questions. Voilà, je suis à votre disposition encore pour quelques temps. Et voilà, je vous annonce aussi que, à cause justement de cette situation, de la dégradation de la situation, j'ai dû annuler mon voyage officiel que je devais effectuer en Hongrie, parce que là aussi, on avait vraiment besoin d'un partenariat très stratégique pour notre pays. Malheureusement, je dois l'annuler, le postposer à une autre date pour retourner au pays et gérer les choses à partir de Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Un très bel exposé en 3 grandes étapes. Vous avez commencé par remercier d'abord la communauté congolaise de vous avoir choisi comme président de la République. Et vous avez parlé de la situation sécuritaire et vous vous êtes étalé sur les 6 engagements que vous avez pour avancer le second mandat. Alors, sans perdre le temps, Monsieur le Président, plusieurs personnes se sont enregistrées pour des questions. Il n'y a pas d'argent. Nous aurons 4 questions. Sous réserve de l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il l'autorise, nous irons un peu plus loin avec 2 ou 3 questions. Nous allons choisir un homme et une femme de l'autre côté et au milieu et ici nous prendrons un homme et une femme également, c'est-à-dire y compris la jeunesse. Alors, Madame André, avec
passer d'une manière spontanée le micro à la personne qui doit poser la question maintenant. Et la question doit être impersonnelle. S'il vous plaît. Alors, un jeune et une maman. Les mamans. Là, tu vas essayer de l'élève. S'il vous plaît, écoutons la question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis honorée de me tenir devant vous. C'est Mujinga Mutombo. Fidèle Mujinga Mutombo. Ma question est simple. On constate pendant tous les mandats, bien sûr ça dure depuis des années, cette notion d'impunité. Il est plus que temps que nous puissions réfléchir et apporter des solutions pour que cela cesse vraiment et que les gens qui volent dans la caisse de l'État puissent être punis. Mon président, de punir et de vraiment ouvrir ce prison pour les voleurs de la République. Deuxième question, s'il vous plaît. On va avancer les questions. Deuxième question. Présentez-vous, monsieur, et allez tout droit à la question. La question est de savoir. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il y ait plus des hommes politiques assez puissants qui sont députés nationaux, provinciaux, sénateurs et même gouverneurs? Qu'est-ce que vous mettez en place pour les DG qui détournent avec des faits avérés, qui sont en train d'aller en retard? Est-ce qu'on peut prendre ces papiers? On met les... La troisième question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais faire, mais... J'ai pas de question.
est là. Elle nous enregistre et puis elle va déposer la... Parce que nous, on ne peut pas descendre. Elle ne va pas. C'est une liste de questions à la faciès ou comment? Monsieur le Président, j'ai besoin de votre soutien. C'est que vous. On va vider la salle maintenant. Tous ces enfants, les presse parlementaires et les autres, Mais bon, quand tu as Merci beaucoup pour votre question. Merci. Tout a été compris. Pour ceux pour rééquilibrer la question était bien ciblée. Alors, ici, s'il vous plaît. Madame. Donc nous allons prendre la dame et un homme, on va arrêter pour que le président allez vous restituer, monsieur. Vous ne faites pas bien votre travail. Je vais poser une question parce que la salle va fermer bientôt. Dans la Belgique, nous tous à la terre. à la diaspora congolaise qui travaille en parallèle de ce programme de développement local des 145 territoires en milieu rural congolais depuis plusieurs années et qui veulent apporter leur contribution. La diaspora et ses partenaires territoriaux veulent harmoniser leur intervention et celle du programme de développement local des 145 territoires pour la réussite de ce programme et pour la durabilité des acquis. Il propose soit d'être intégré dans la coordination des 145 territoires qui existent déjà, soit de créer au sein du ministère du Plan
Les agressions. Après, les Libanais ont fait une agression. Je peux préciser, même si beaucoup de monde a été on a besoin de sécurité. La discipline va se sécuriser. Autant on est sécurisé. Déplorer le niveau de corruption et de détournement qu'il y a dans notre pays. Effectivement, c'est un fléau, ça je ne vous le cache pas. Ça n'a pas commencé sous ma présidence, ça existe depuis longtemps. Là, évidemment, l'avantage, parce que vous semblez aussi le déplorer, mais retenez quand même qu'il y a un avantage, c'est que depuis que je suis là au moins, on en parle. C'est déjà ça. Avant, c'était l'opacité totale et l'omerta. On ne devait pas en parler. Aujourd'hui, on en parle et on essaye, là où il y a justement ces systèmes de détournement, de corruption, on essaye de s'y attaquer avec l'IGF, cette institution que j'ai pourtant trouvée, je ne l'ai pas inventée. L'IGF, l'Inspection Générale des Finances, existe déjà sous le régime du maréchal, depuis le régime du maréchal. Donc, il avait été laissé un peu à Sois calme. Pardon. Et renforcer quelque part en le prenant carrément au niveau de la présidence pour le piloter moi-même et en me donnant vraiment de tous les moyens, en le dotant de tous les moyens. Et aujourd'hui, l'IGF aide les pouvoirs publics à pouvoir mettre la pression sur ceux qui s'adonnent au détournement, à la corruption, et essayer de dévoiler tous les systèmes évidemment de corruption qui sont en place. Ça ne suffit pas. Il faut travailler à plusieurs échelons. Nous avons également renforcé les pouvoirs de la cellule nationale de la répression de la fraude. Là, il s'agit plus du blanchiment. Et là, aujourd'hui, cette cellule qui existait aussi déjà précédemment, mais qui était un petit peu négligée, nous avons renforcé ses capacités. Elle est aujourd'hui connectée au propre, comme on figurait, c'est-à-dire en contact à la fois de correspondance, mais également électronique, avec tout ce que vous pouvez vous imaginer comme système de répression de la fraude financière dans le monde. Donc aujourd'hui, la CNRF peut traquer des individus qui s'adonnent justement à des méthodes mafieuses en République démocratique. Nous avons également mis sur pied la coordination de changement de mentalité. Vous savez,
C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. La corruption est devenue une sorte de seconde nature en République démocratique. C'est devenu quelque chose de normal. Les gens ne sont plus choqués par ça. Parce que les mentalités ont été inversées. Les gens pensent que lorsqu'on vous nomme, on vous affecte à une fonction, eh bien, c'est le jour de gloire qui est arrivé. Donc il faut en profiter, vous, votre famille, votre tribu, évidemment, les amis, etc. Donc ça aussi, c'est pour ça que nous avons mis en place cette cellule de changement de mentalité, parce qu'elle doit fonctionner comme, entrer en contact avec toutes les catégories de la population et sensibiliser justement nos compatriotes au bien fondé de la lutte contre la corruption, au bien fondé du respect évidemment du patrimoine de l'État. Mais il y a également une autre corruption, c'est dans les taxes, les impôts, que parfois les entreprises sont obligées, auxquelles les entreprises sont obligées de s'adonner à cette fraude-là, donc obligées de s'adonner pour essayer de survivre, parce que la rage taxatoire est tellement mafieuse aujourd'hui en République démocratique du Congo que les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'adonner à la fraude. Alors qu'est-ce que nous faisons nous? J'ai créé justement la cellule climat des affaires au niveau, et je l'ai placée au niveau de la présidence, pour pouvoir lui permettre d'être en contact avec les entrepreneurs qui sont investisseurs nouveaux arrivant en RDC ou vivant déjà là-bas, congolais comme étrangers. D'être en contact avec cette cellule climat des affaires et de poser les problèmes qu'elle rencontre au quotidien dans son évolution. Parce que ça peut permettre à l'autorité que nous représentons de pouvoir juguler justement ces pratiques, d'être au courant d'abord de leur existence et de pouvoir ensuite les juguler. Donc vous voyez, nous avons à plusieurs échelons mis des cadenas pour essayer d'y remédier. Il y en a d'autres qui vont arriver, comme la numérisation. Lorsque celle-ci sera effective, je peux vous garantir que ça diminuera considérablement les pratiques de corruption. Alors, le compatriote qui lui a parlé des candidats qui engrangeaient plusieurs mandats à la fois, mais je crois que c'est tout simplement dû au fait que d'un fait tout à fait normal, donc ce qui n'est pas interdit est permis. Vous savez, ce principe de vie qui le dit ainsi, hein, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc je crois que c'est à nous maintenant d'en prendre conscience et de légiférer, de faire de sorte que ce genre de pratique qui brise l'indécence ne puisse plus avoir droit de cité dans notre pays. Je me rappelle qu'ici en Belgique, pour ceux qui y ont vécu aussi longtemps comme moi, il y avait ce genre de choses. Il y avait des mandataires politiques qui avaient plusieurs casquettes comme ça. Et il y a eu des réformes, il y a eu des lois qui ont fait que aujourd'hui, on ne peut plus glaner autant de casquettes. Donc chez nous, ça n'a pas été interdit, donc les gens s'adonnent à ça. Donc on va se pencher dessus parce que, comme vous savez, je suis un fervent partisan de la mise à jour de notre Constitution. Oui, mais j'espère que ce n'est pas pour ceux à quoi vous pensez.
je pense que notre constitution est obsolète. C'est une constitution qui a été conçue après un conflit et elle avait fait la part d'elle à tous ceux qui avaient été des belligérants. Elle avait pris en compte là, et même dans le système électoral que nous avons à la proportionnelle, ce n'est pas un système propice pour un pays aussi grand que la République démocratique du Congo. On ne devrait pas avoir un système pareil pour composer notre classe politique. Donc je crois que tout ça va faire l'objet d'une réflexion. Je mettrai en place une commission nationale composée de plusieurs, qui serait multidisciplinaire en fait, et qui serait appelée à réfléchir sereinement sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Alors, rapidement, Maman Dédé Diponda, que je connais personnellement et que j'affectionne, a parlé des martyrs de la lutte de l'UDPS. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas de l'UDPS ici. Mais je me permets d'en parler quand même parce que je suis de l'UDPS et je sais le combat que nous avons mené, les souffrances que nous avons endurées, et surtout les héros, nos parents qui avaient commencé ce combat, et la maman qui est intervenue a eu un père qui a été un valeureux, un vaillant combattant de la liberté qui a considérablement contribué au changement dont nous jouissons nous aujourd'hui, Congolais. Donc, bon, je n'ai pas très bien compris avec trop de bruit, mais j'ai cru comprendre qu'elle se souciait du sort de ces martyrs. Je m'en soucie aussi, si ça peut vous calmer, maman. Je m'en soucie aussi. J'ai récemment accueilli les fondateurs, les 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, ceux qui sont restés vivants. Je les ai accueillis et je leur ai promis même une décoration au nom de la République pour ce combat qui est un combat noble et au nom de ceux qui les ont fait, au nom de ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu goûter à cette victoire finalement que l'UDPS gagne, ben, ils auront quand même cette décoration au nom de la République, de la nation, parce que c'était un combat que l'on menait tout de la nation. Alors, pour terminer, peut-être, il y a eu une excellente question de Madame Joël Mbeka. C'est la sœur Djombeka. Alors, oui, Ignace. Alors, la base de la diaspora. Mais écoutez, d'abord pour commencer, moi je suis de la diaspora. Est-ce que vous pensez que j'avais réclamé une place pour aller prendre part au débat dans mon pays? Vous n'avez pas demandé une place, venez. Donc, je ne peux pas, je vois mal comment je peux créer des catégories de Congolais. Donc, ceux qui vivent au pays et ceux de la diaspora. Non, moi, je lutte toujours contre ça. Moi-même, je suis ici de la diaspora et j'étais aussi victime de cette discrimination quand j'arrivais, même dans mon propre parti. Quand il y avait des intérêts qui divergeaient avec ceux qui étaient au pays, ils vous disent non, dis-nous, nous avons bien du steak, j'avais entendu ça, mais je me suis efforcé à rester. J'ai dit, mais c'est mon pays. Donc vous n'avez pas à demander un statut particulier, une grâce particulière. Venez amener vos idées, moi je vais vous recevoir et je vais les négocier. Bakal eleki. Oya na bakal eleki.
Ambassadeur Moïbi. Je crois que vous vous arrêtez là. En tout cas, je vous souhaite... Ambassadeur! Et surtout, n'oubliez pas de voter utile. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît. Ambassadeur!